Je suis Carlos de Segovia, de l'équipe de recherche de Google. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs d'InCyber de nous permettre d'avoir cette table ronde. Donc aujourd'hui, on discute de la sécurité de l'IA. Nous sommes vraiment très contents du progrès de l'IA sur les derniers mois, les nouveaux agents, les nouveaux cas d'utilisation que nous avons développés. Pour que les utilisateurs fassent confiance à la sécurité, à la résilience des modèles. La technologie. Donc au départ, donc le e-commerce, par exemple, qui était une nouvelle technologie, a permis à un nouveau type de commerce de fleurir. Et donc le lancement des IA nous a mené à ce point d'ancrage désormais. Les attaques de surface ont changé. On ne parle plus d'injection de prompt. On parle de systèmes autonomes capables de raisonner, d'exécuter. Donc cette table ronde sur la sécurité de l'IA en 2026 va couvrir ces trois sujets. D'abord, les protocoles d'agents, agentiques, et donc quelles sont les nouvelles menaces qui émergent. Ensuite, l'identité de l'IA. Donc des IA peuvent agir en se faisant passer par des humains. Et troisièmement, l'importance de la collaboration, donc la collaboration entre les académiciens, avec l'industrie, avec les chercheurs. Merci veuillez accueillir notre premier panéliste, Sonia Vanier, professeure à l'école polytechnique et directrice du groupe de recherche Oralix. Elle dirige l'utilisation de responsable de l'IA pour le RH au Crédit Agricole. Ensuite, nous avons Hector de Rivoire, directeur des politiques responsables de l'IA à Microsoft. Avec les risques de sécurité de l'IA avancée dans un cadre légal. Et enfin, Eli Bernstein, un chercheur en cybersécurité à Google, qui cherche à protéger les utilisateurs des nouvelles menaces de l'IA. En partie de ce panel va être sur les agents IA. Donc, tout d'abord, Sonia, pouvons-nous avoir votre vue en tant qu'académicienne du côté application, du côté de la productivité? Quelles sont vos expériences en travaillant avec le Crédit Agricole ou d'autres entreprises? Et donc, quelle est l'importance de ces besoins en sécurité pour l'utilisateur? Merci beaucoup, Carlos. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous et de discuter de ce sujet très important. Les systèmes IA, et particulièrement les IA agentiques, sont une vraie révolution technologique. Ils peuvent exécuter des tâches complexes en utilisant des sets de données massifs pour automatiser des processus industriels dans plein de domaines. Leur importance se tient dans leur aptitude à faire gagner du temps à l'humain pour qu'il puisse se concentrer sur une productivité plus importante tout en soutenant la productivité dans l'industrie et dans l'intérieur de l'organisation. Donc cette productivité des agents IA est peut déjà être observée dans plusieurs secteurs, par exemple dans la gestion des chaînes d'approvisionnement, dans l'optimisation de tâches importantes et de maintenance prédictive pour réduire les coûts.
et pour améliorer, pour accélérer la recherche scientifique, mais aussi dans le secteur de la finance pour optimiser et pour détecter la fraude, par exemple, ou certains signaux de corruption, de fraude, de manière prédictive. Dans les secteurs civils, par exemple les systèmes de transport, il y a vraiment des applications très réussies d'agents IA dans ces secteurs pour simuler le comportement de systèmes de transport afin de pouvoir prédire les retards et optimiser la gestion de ces systèmes de transport qui peuvent être étendus à d'autres types d'applications comme par exemple les réseaux d'énergie, le cloud, les optimisations en programmation, etc. Donc tout cela ne peut pas être fait sans une approche de la sécurité bien particulière. C'est là que la sécurité de l'IA devient critique, une question critique. Donc nous avons désormais cette sécurité agentique. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut avoir une habileté à développer un agent qui peut rester autonome, qui est robuste, qui peut résister aux attaques, qui est sécurisé et qui est aligné avec les valeurs éthiques. Donc ça doit être au cœur du développement technologique et de la sécurité et de l'éthique. Merci Sonia pour votre expertise. Ensuite, je vais demander à Hector, en tant qu'une organisation qui déploie ces IA, ces agents, quels sont les défis en termes de politique que vous avez pu rencontrer? Merci beaucoup, Carlos. Je pense que comme Sonia le disait, les agents sont en fait des applications IA, des applications qui peuvent entreprendre des actions de manière autonome. Et cela pose de nouvelles questions, et cela pose de nouveaux risques. Donc, quels sont les nouveaux risques potentiels que vous pouvez rencontrer? Nous avons effectivement une tendance qui se détache dans l'approche de l'IA, de ces produits IA. Donc, nous avons un nouveau changement de ces chatbots dans ce qu'ils disent et ces systèmes et ces applications, ces agents, qu'est-ce qu'ils font? Nous devons aller au-delà des partenariats de sécurité que nous avons déjà mis en place afin de soutenir ces changements profonds. Donc, la régulation, les normes existent déjà. À Microsoft, nous avons plus de 5000 agents déployés en interne. Nous avons travaillé avec une entreprise d'analyse de marché. En pratique, cela nous fait poser plusieurs questions autour de la question de l'identité, des permissions, de l'authentification, autour de l'accès, autour des questions de responsabilité et d'intervention humaine nécessaires. Si vous prenez le fait assez récent d'OpenClaw avec les chercheurs de chez OpenClaw, si vous ne faites pas de recherche profonde sur ces modèles, vous avez très rapidement des échecs opérationnels en interne. Donc c'est pour ça que c'est très important pour nous d'être ici. Donc à Microsoft et à Google, nous faisons partie de COSAI, qui est une organisation qui a été lancée en 2024. L'idée était de créer ce genre de standard pour adresser ces problèmes, pour créer des nouvelles bonnes pratiques, des nouveaux standards industriels, de nouvelles normes. Nous avons différentes organisations qui représentent différentes parties de l'écosystème et Microsoft est un membre fondateur. Merci Hector pour votre expertise. Ensuite, continuons avec Ellie. Donc, l'IA n'est pas déterministe. Le même prompt peut avoir des résultats différents.
Donc avec ces nouveaux protocoles agentiques comme le MCP, quelle est la relation avec les API classiques? Je pense que nous devons revenir en arrière, observer que le MCP a été créé pour remplir un besoin. Lorsque certaines personnes essayent de comprendre l'IA, vous n'avez pas un groupe de gens qui savent exactement ce qu'il se passe. C'est un environnement qui évolue très rapidement et où les gens essayent de vraiment comprendre ce qui se passe sur le volet. Par exemple, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'Internet, quand les activités en réseau ont été développées, les TCP, UDP, HTTP, tout ça. Ces protocoles ont été inventés par des gens qui avaient un réel besoin. Donc en Suisse, par exemple, ils avaient besoin de partager leur documentation, pas de sécurité. Donc ces mêmes idées vont être utilisées 20 ans plus tard. Par exemple, quand vous achetez un livre, quand vous regardez une série. On peut dire maintenant qu'avec le recul, le protocole aurait pu être mis en place de cette manière, mais dans les années 70, les gens faisaient bien ce qu'ils pouvaient, dans la même manière. Combien d'entre vous savent, n'ont aucune question sur l'IA aujourd'hui? Savons pas vraiment quelles sont les bonnes pratiques. Donc avec le MCP, le Model Connection Protocol, donc c'est quand les gens se disent, quelqu'un se dit, ok, j'ai un modèle. Vous pouvez pas discuter avec ChatGPT, vous pouvez discuter avec Gemini, donc la version de Google de ChatGPT, si vous ne la connaissez pas, ou Claude. Donc le modèle tout seul ne fait pas grand-chose d'intéressant. Il peut réfléchir, vous pouvez discuter avec lui, mais si vous avez besoin d'accéder aux données de votre entreprise, si vous à des images, etc., tout ça doit passer par des outils. Donc les outils, c'est du code qui utilise des API, comme on peut faire avec n'importe quel programme, logiciel. Donc maintenant, l'IA doit interagir avec ces systèmes. Donc il y avait un outil inventé par OpenAI. Donc des nouvelles normes ont été inventées, mais il n'y avait pas de normes de façon standardisée d'exposer ces outils aux IA. Donc nous avons ce besoin spécifique, nous voulons connecter les services et les outils pour que l'IA puisse voir ce que vous voyez, puisse savoir quels sont vos clients. Donc ça a été inventé suite à un réel besoin et non pas après de la planification. Ça n'a pas été le meilleur design, mais c'était le meilleur design que l'on pouvait avoir sur le moment. Donc la spécification MCP numéro 3, 3.0, c'est de savoir est-ce que l'outil peut être destructif, quel accès à cet outil. On a de plus en plus de questions sémantiques, de questions de contrôle. Et pour l'IA, la sécurité, ça veut dire que l'IA peut avancer. Plus une IA est sécurisée, plus elle peut avancer. Et aucune entreprise n'accepterait, aucun développeur n'accepterait de travailler avec une IA qui n'est pas sécurisée. Donc les MCP a cet effet, donc ça permet d'avoir des interactions avec les outils. Ce n'est pas parfait, mais c'est le mieux que nous avons. Donc tout le monde a construit leurs écosystèmes. Donc nous travaillons avec des professionnels de la sécurité. Donc ce protocole est simple. Donc, il faut avoir une observabilité, il faut avoir une conformité. Donc il faut savoir quel outil a été utilisé par quel IA. Donc sur le long terme, c'est pas si mal, mais sur le court terme, ça peut être très compliqué. Donc quand ils se connectent à une IA avec des outils, on peut vite se retrouver avec un désastre s'ils ne savent pas trop ce qu'ils font.
Nous avons besoin, en tant que professionnels, en tant que développeurs, en tant que membres d'organisation, nous devons réfléchir aux risques que représente la connectivité de ces outils. Donc, il faut voir le MCP comme une porte d'entrée et comme un véritable centre de l'attention sur lequel devraient se concentrer vos entreprises. Il faut avoir une idée de qui fait quoi. Des introspections sur les outils. Thank you, Ellie, for kind of sharing this expertise. Merci, Ellie, pour avoir partagé cette expertise. Mais parlons plus regardons vers l'avenir. C'est pas puisque vous parlez d'augmenter la surface d'attaque et ces nouveaux protocoles, les protocoles de défense contre l'attaque. Sonia, de votre point de vue académique, pour votre perspective de chercheuse, est-ce qu'il y a des domaines de sécurité IA qui sont sous-développés, sous-explorés pour l'instant? Alors, ma réponse, moi, je vais rebondir sur ce que Hector et Ellie viennent de dire. À mon avis, le domaine le plus sous-exploré et pourtant d'une importance critique reste la sécurité de la coordination de communication entre les agents IA. Donc, comme vous avez on est déjà très attentif entre les relations entre les modèles IA pour la sécurité des résiliences aux attaques malveillantes ou pour le containment, etc. Mais pour des communications multi-agents et la coordination entre multiples acteurs agentiques, là, je pense que ça reste sous-exploré, sous-compris, parce qu'il y a des défis sont de trois natures. Tout d'abord, les vulnérabilités nouvelles. Deuxième, c'est le manque de normalisation, de standardisation. C'est pour ça que Cause AI a un rôle très important à jouer. Et troisième, c'est le risque principal, le risque croisé, avec les vulnérabilités émergentes, parce que la prolifération de l'IA agentique dans les organisations, afin d'optimiser, par exemple, les processus de prise de décision ou pour la défense contre les attaques cyber, par exemple. La communication entre les interactions entre agents informatiques sont maintenant ciblées et les attaquants peuvent exploiter quelques faiblesses, vulnérabilités dans, par exemple, les protocoles d'identification d'agents, les flux de données ou la synchronisation des prises de décision. Ce sont des vulnérabilités qui peuvent être exploitées par des acteurs malveillants afin d'organiser des attaques à grande échelle et pour maximiser les dégâts pour les organisations, les victimes et l'industrie dans son intégralité. Donc, c'est très important, à mon avis, de mieux sécuriser les protocoles de communication et la coordination dans les systèmes multi-agentiques. Et le deuxième défi, c'est le manque de standardisation. Il n'y a pas des normes on a des normes très claires dans le domaine de sécurité, Zero Trust, on fait partie. C'est une norme claire pour la communication entre agents. On manque un système de normes qui nous permettrait de valider, de sécuriser ces interactions, ces mécanismes de communication. Et donc, il reste du travail à faire dans ce domaine. Et dernièrement, les risques dans de multiples domaines, ce qui est des risques transverses à travers des agents qui agissent dans des domaines, des systèmes critiques ou dans la santé, la finance. On ne sait pas comment retracer des décisions prises par des décisions pour être sûr qu'elles ne soient pas contrôlées par des forces, des acteurs externes. Ce sont des domaines de recherche multidisciplinaires. Ça demande la collaboration de l'interdisciplinarité entre les chercheurs, les experts cybersécurité, les grandes entreprises tech, etc. Il faut travailler tous ensemble pour innover et identifier de nouvelles solutions. Merci, Sonia. Donc, les agents contrôlés par des acteurs externes, ça fait peur. Je me retourne vers toi, Hector. Imaginons-nous d'ici un an, en 2027,
qu'est-ce qui a un risque de sécurité qu'on risque de voir cette année qui n'est pas actuellement largement discuté? Merci, j'aime beaucoup les analogies. Ali, vous avez parlé du développement de l'Internet et la prolifération avec MCG et agentique, c'est certainement quelque chose qu'on va devoir prendre en compte d'ici 12 mois. Alors, je ne sais pas qu'on va résoudre beaucoup de ces problèmes d'ici l'an prochain. Je pense qu'il restera beaucoup de défis. Je voudrais revenir à un point que Sonia vient d'identifier, c'est que le fait que ces agents agissent à travers de multiples domaines, donc trouver les bonnes techniques pour mitiger les risques, qu'on ne connaissant même pas tous les paramètres, tous les scénarios dans lesquels les agents sont capables d'opérer, c'est compliqué. Et effectivement, la communication entre de multiples agents, vous pouvez imaginer les contrôles de sécurité pour 2 agents qui communiquent entre eux, mais quand il y a une flotte de 2000 agents qui interagissent de façon autonome, alors ça devient beaucoup plus complexe à accomplir pour construire des tests et des outils de test. Je vais vous partager quelques exemples de ce qu'on a déjà identifié chez nous à Microsoft en termes de priorité de recherche pour les agents l'IA agentique. Et il y a une tendance qui est plutôt claire et sur des attaques sur l'intégrité du contenu. C'est un phénomène où il y a des systèmes IA qui absorbe du contenu qui n'est pas digne de confiance, un PDF par exemple qu'il a pris on ne sait pas où, et c'est mélangé à des systèmes de confiance. Donc vous pouvez être des instructions cachées, des prompts cachés, et donc ça pose un défi de confiance considérable. Et je pense que Sonia a aussi soulevé mon deuxième point, c'est l'empoisonnement des données et la chaîne d'approvisionnement des données, le risque qui pèse là-dessus. Donc ces agents travaillent dans un écosystème d'outils. À l'intérieur de cet écosystème et des modèles qui sont paramétrés, qui sont mis à jour et qui sont déployés en tant qu'agents. Si vous avez des données qui est corrompue pendant la phase d'entraînement, vous pouvez vous trouver avec une application IA qui se comporte d'une façon inattendue. Cela pose des risques, des problèmes aussi. Troisième point, c'est la question de l'autorisation. Comme vous l'avez déjà dit, ces agents peuvent travailler sur de multiples API. Donc, les questions d'authentification, les permissions, l'identité, c'est crucial. Tout le monde en parle en ce moment. Et pour finir, je veux dire qu'il y a une chose positive qui se passe ici parce qu'on a été vraiment concentré sur la sécurité des modèles entiers par le passé. Maintenant, on parle vraiment en termes de cycle de vie intégral. C'est pas dire, OK, je vais tester mon agent IA, puis il est bon, on le déploie, on met en œuvre et c'est bon. Non, c'est maintenant, je teste une fois avant le déploiement, puis il y a du suivi post-mise en place pour suivre le comportement de l'agent, ses interactions avec d'autres domaines, ses interactions avec d'autres agents. Et il faut des mesures de rémédiation si jamais des problèmes doivent apparaître. Donc, c'est toujours intéressant de prendre en considération les différentes étapes dans la chaîne, le cercle de vie. Et il faut aussi avoir une taxonomie des dégâts pour les gens. Il y a des dégâts des mots. Merci. Pour pousser un peu plus loin sur ce sujet, Ellie, vous voyez des nouvelles menaces qui arrivent ou est-ce que les équipes sécurité peuvent utiliser l'IA pour sécuriser plus leur système ou est-ce que les attaques sont accélérées plus que la défense? L'IA sert plus aux attaquants ou aux défenseurs pour l'instant? C'est une question difficile. Je crois que j'aime. Je pense que l'allégorie la plus pertinente ici serait. La question que je pose souvent aux gens, c'est quand vous pensez à l'IA, vous imaginez un IA, un agent, en tout cas, c'est une charge de travail ou c'est une personne, une entité? Est-ce qu'un agent est un utilisateur du système ou est-ce que l'agent appartient au système? Est-ce qu'il représente une charge de travail? Qui pense que... Bon, la moitié des gens disent A, l'autre disent B. Quoi. Mais le problème, c'est qu'il y a ni l'un ni l'autre. Et c'est pour ça qu'on comprend mal, parce que quand on avait un serveur API, si vous avez par exemple un système de comptabilité, vous savez que le système est là pour garder les comptes. On sait où sont les données, on a une idée plutôt claire de comment on peut accéder aux données, comment on peut donner accès à ces données aux
aux utilisateurs. Donc la charge de travail là est statique. Le problème est ce qui fait de l'IA une technologie de rupture. Et si vous retenez qu'une chose, ce serait celle-ci. Un agent IA n'est ni un utilisateur, ni une charge de travail. Parce qu'on ne sait jamais où l'agent sera à un moment donné. On n'a jamais connu une plasticité de ce niveau. On a des charges de travail, on a des audités. On n'a jamais eu, belle charge de travail, fait un peu de compta, et puis d'ici 5 minutes, il fera un peu de marketing, et 2 minutes après ça, il va faire un peu d'RH. On n'a jamais eu une charge de travail qui se transforme, qui va de tâche en tâche si rapidement. Donc, quand on parle de sécurité et les risques d'attaque et le contrôle, il ne faut pas imaginer un agent IA en tant qu'une chose statique et fixe. C'est un nouveau principe, c'est quelque chose de transformatif et transformationnel. Donc il faut vraiment redéfinir ce qui pour nous constitue l'identité. On sait faire du chiffrement, le cryptage, ça c'est pas le problème. La difficulté c'est de définir l'objectif, l'intention de l'agent. Qui a demandé cette action? Est-ce que l'agent a fait ce qu'on lui a demandé? Où est la compatibilité? Il faut être clair sur quelle est-il la demande. Il faut avoir une transparence sur la chaîne de décision. Et pour l'instant, on ne peut pas coller parce que les agents sont capables de composer leur propre code. Et vous pouvez croire qu'il fait une chose, en fait, il fait une autre. Donc c'est pour moi la plus grande source de complexité. Et là où on verra la majorité des attaques, selon l'environnement, selon l'outil, selon l'accès, selon les demandes des utilisateurs, et aussi ses capacités d'autodétermination, ce qui est important. Chaque séance de travail, vous avez un flux de travail qui est différent. Est-ce que vous êtes capable de supporter 1 milliard de flux de travail différents? Non, personne n'est. Et donc, pour moi, c'est là où le plus grande surface d'attaque réside. Et pour l'instant, on ne sait pas combien d'incidents de sécurité, de confidentialité, comment on va... On va voir à cause de ces vulnérabilités. Actuellement, vous pouvez faire du reporting, une équipe forensique, et comment investiguer des flux de travail qui tournent mal. Mais les nouvelles règles de la conformité les anciennes règles de conformité ne sont plus applicables parce que le code n'est plus le même. Merci, Ellie. Parlons solutions. Comment nous rassurer que les agents sont utilisés de façon sûre? Il faut des communautés d'utilisateurs, il faut des collaborations entre industrie et académique. Hector, peut-être que tu pourrais nous dire un peu plus sur les normes de sécurité AI, la coalition Cause AI, et comment créer des normes, des standards mondiaux. Merci, Carlos. Moi, je pense que l'IA est une technologie généraliste. Et comme beaucoup de technologies généralistes comme la nanotechnologie, la modification génétique, il faut des bonnes pratiques et une compréhension partagée de ces outils qui nous permettent d'agir ensemble. Regardez le monde actuellement, tout est très fragmenté. Les approches, la compréhension de l'IA est très fragmentée. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas de législation au niveau fédéral sur l'IA. Vous avez 300 actes au niveau de chaque État, dont 82 traitent des chatbots. Et puis, si vous rajoutez un autre protocole, vous avez ça devient une IA agentique. Mais la plupart de ces règlements ne sont pas utiles. Ici, en Europe, le AI Act est en partie applicable aux agents parce que les dispositions sur les cas d'usage à haut risque, selon le contexte dans lequel vous déployez un système IA, santé, éducation, etc.,
alors ça devient applicable aux agents IA. Et je crois qu'il faut un tiers-voix. Et il y a des cas très intéressants à Singapour. Singapour est vraiment à la pointe du développement de la recherche sur la sécurité IA. Ils ont leur Institut pour la protection des données et de l'IA a maintenant développé des lignes directrices pour la sécurité. Donc, il y a beaucoup d'informations utiles dans ces lignes directrices publiées par le gouvernement de Singapour, que sur les bons contrôles de sécurité, sur quoi pourrait être le bon protocole d'identification, comment sécuriser la MCP, etc., etc. Donc, c'est d'approche de cette nature, je pense, qui représente l'avenir. C'est des conseils de mise en œuvre, de déploiement qui sont régulièrement mis à jour avec des compétences, des connaissances de pointe, des experts qui sont considérés régulièrement. Merci Hector, merci pour ce panorama de l'état actuel de la régulation. Sonia, je me tourne à vous maintenant. Vous êtes professeur à l'école polytechnique. Comment vous voyez l'avenir de la collaboration entre l'académie et l'industrie? Vous avez collaboré vous-même avec BNP Paribas parmi d'autres. Comment vous voyez le futur dans ce secteur? Oui, merci Carlos. Mais, depuis la révolution IA, on a vu l'émergence de nombreux défis. Ce sont des technologies qui peuvent vraiment augmenter la productivité, la créativité, et ça nous permet désormais d'automatiser beaucoup de tâches, mais en retour, ça déclenche pour vraiment libérer tout le potentiel de ces outils. Il faut des garde-fous, il faut de la transparence, de la compatibilité dès la conception de ces modèles et agents, et surtout dans leurs interactions. Donc, il y a un vrai besoin dans l'industrie de travailler main dans la main avec des chercheurs, des académiques pour ouvrir des nouveaux domaines de recherche qui sont pertinents à leur cas d'usage. Mais il nous faut des données parce que pour développer en tant qu'académique, on a besoin de données pour être certain que nos recherches sont utiles pour les besoins pratiques de la société. Et il y a aussi un volet sur l'éducation, la formation des étudiants, les futurs développeurs de l'IA, qui soient équipés de comprendre et de prendre en considération les priorités de confidentialité, de sécurité, et d'intégrer ces considérations dès la conception de la prochaine génération de systèmes. On a aussi des programmes d'éducation exécutive pour des cadres existants, pour que les cadres soient éduqués sur comment utiliser l'IA, comment profiter du potentiel de l'IA, comment l'IA peut être mise au service de leur productivité, tout en évitant les risques. Il y a beaucoup d'universités et de labos de recherche ici en France qui travaillent déjà avec des entreprises dans le secteur privé sur comment sécuriser l'IA dans de nombreux domaines, finance et banques, transportation, télécom, énergie. Il y a une très bonne labo à Lille sur ce sujet, à Toulouse également. Et l'école polytechnique, mon institution, nous avons beaucoup de collaboration avec, je peux vous parler un peu de mon travail avec Crédit Agricole et SNCF. Nous développons ensemble, nous travaillons sur plusieurs sujets pour mieux et qui continuent à évoluer en réponse au développement dans la technologie. Nous avons commencé avant ChatGPT, avant l'existence du ChatGPT et les LLM étaient pendant toujours au balbutiement. Nous avons cherché à optimiser les modèles d'apprentissage automatique. Et puis, quand les LLM, la dernière génération d'LLM sont arrivés, nous avons recalibré notre recherche pour nous concentrer sur la confidentialité et la protection des données confidentielles à l'intérieur des LLM, comment optimiser l'algorithme en utilisant consommer moins d'énergie pour qu'on pense moins de compute pour réduire donc l'empreinte écologique de l'IA et donc
l'impact économique également. Et actuellement, nous travaillons pour sécuriser la communication multi-agentique entre les systèmes agentiques et comment optimiser aussi l'utilisation de l'IA afin d'automatiser, par exemple, les chaînes d'approvisionnement, la gestion de chaînes d'approvisionnement, la transportation aérienne. Par exemple, avec l'SNCF, c'est des chemins de fer plutôt que l'aérienne, mais avec d'autres approches de recherche, on cherche à simuler maintenant les dynamiques et les comportements du système de chemin de fer afin de prédire des retards et d'améliorer les informations disponibles aux utilisateurs de services et aussi pour optimiser la gestion de ressources de nos systèmes de transportation. Ça fait beaucoup de travail. Il reste beaucoup à faire. Je pense que pour la collaboration entre les académiques et les industriels, ils ont besoin de nous pour les éduquer, pour former leurs cadres. Et nous, on avait besoin des cadres pour travailler ensemble, pour faire en sorte que la recherche soit alignée aux besoins réels de la société. Merci. Merci, Sonia. Merci à tous nos panélistes. Alors, on a quelques minutes devant nous. Donc, y a-t-il des questions dans le public sur la sécurité IA, sur d'autres sujets qu'on a abordés? Thank you. Merci. So I do have a question. J'ai une question. Ça résonne avec ce que vous venez de dire, Sonia, sur les vulnérabilités des systèmes multi-agentiques, mais aussi, Ellie, votre vue de Schrödinger sur quelle est l'identité d'un agent IA. En regardant l'utilisation commerciale, le commerce, comment définir l'identité? Comment être sûr qu'un agent est vraiment relié à un utilisateur réel, un vrai acheteur qui cherche à acheter quelque chose dans une boutique en ligne, qui veut interagir avec une entreprise et sa boutique? Ou alors la question, si j'ai bien compris, c'est comment être sûr dans un système multi-agentique, dans un système distribué, les personnes sont qui elles sont supposées d'être. Je pense que pour moi, l'allégorie, c'est quand vous travaillez avec un avocat ou quand vous êtes en contact avec un agent immobilier, par exemple. Vous donnez à quelqu'un ce qu'on appelle un mandat. Vous donnez un mandat à votre agent immobilier pour acheter ou vendre une maison. Ça ne lui donne pas le mandat pour utiliser votre compte en banque pour aller en vacances ou autre chose. Non, vous comprenez bien, en tant qu'humain, quand vous voulez mandater un agent, vous voulez partir en vacances. Vous allez dire à l'agent, allez, moi je vais à Hawaï, réservez-moi l'hôtel, l'avion, voilà, je fais confiance. On a dans la société cette idée de délégation, le mandat, qu'on délègue l'autorité pour certaines tâches complexes à une entité, un expert. Ça pourrait être une entreprise, un agent. Et le chiffrement, le cryptage est facile, mais comment formaliser maintenant l'intention de chaque utilisateur? Comment FMF ou quelqu'un doit trouver une norme, un standard pour définir l'intention et qu'un mandat est présenté? On n'est pas obligé de l'appeler un mandat, mais il faut quelques clés cryptographiques vérifiables qui déclarent: voici mon utilisateur, voici ce qu'on m'a demandé de faire, voici les paramètres, merci de mettre en œuvre. Et donc, s'il y a ce mandat, cette clé, on peut avoir confiance et que l'opérateur est vraiment dûment mandaté. Il nous faut un standard comme ça. On a besoin de plus de standardisation et plus de recherche sur comment on rend ça technologiquement possible, parce que ce n'est pas pour l'instant. Donc, il faut quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Donc la question est tout à fait valide. Comment faire? Bon, on ne sait pas encore, mais on a des pistes. On a une idée de ce qu'il faut faire. Donc maintenant qu'on a compris le problème, à nous de trouver des solutions. Une dernière question ici. Ou une, peut-être deux. Merci. Ma question est pour elle. Tu as dit tout à l'heure qu'on ne peut pas vraiment vérifier un agent.
Est-ce qu'on s'est trompé complètement d'approche parce qu'on vient d'un monde déterministique et maintenant on passe dans un monde stochastique et on a mal compris l'intérieur de Black Box. On peut pas. Nos catégories sont dépassées et il nous faut une approche stochastique, pas déterministe. Donc, est-ce qu'on ne peut pas résoudre ce problème avec les outils qu'on connaît? Parce que, oui, la question est pertinente. C'est le pouvoir, la puissance des outils qui va compter. Avant, on avait des chevaux, puis on est passé à la voiture, puis on est passé à l'avion. Et la réglementation des aéronautiques n'a rien à voir avec la réglementation des chevaux, n'est-ce pas? Donc, l'ancienne approche, effectivement, c'est pas uniquement parce que les agents sont stochastiques, c'est parce que c'est pas non déterministe. Ce n'est pas que ça le problème. C'est aussi que l'agent a le pouvoir de créer de nouvelles choses. On a fait une expérience la semaine dernière, un système qui fonctionnait mal. Et un agent a dit, je ne sais pas, j'aime pas, je vais retravailler le code. Et il a réécrit le code dans son propre API. Wow, c'est exactement ce que l'agent doit faire. C'est énorme, ça démontre la puissance de cet agent. Mais ce n'est pas que le stochastique, la nature stochastique qui est différente là. C'est des outils très très puissants, beaucoup plus puissants que ce qu'on a connu autrefois. On parle souvent d'arriver à une batte sous-équipée, parce que nous, on est vraiment maintenant sous-équipés par rapport à la puissance de nos outils. C'est comme quand l'Internet est arrivé, ou le web, on s'est accablé, le système de sécurité en ligne était non existant. Et on était tous pris au dépourvu par la puissance du web. Et je pense que l'IA, c'est comparable. Oui, je pense qu'il y a beaucoup qui reste à faire. Dans ce monde non déterministe, vous avez des comportements non déterministiques. Il y a des outils qui sont à notre disposition. Par exemple, l'apprentissage renforcé pour apprendre de l'environnement et suivre le comportement de l'agent. Je pense qu'il y a des choses à faire. On va publier prochainement un article sur ce sujet et un ensemble de données qui peut être utilisé par la communauté scientifique comme forme de référence pour développer des solutions. Il y a des choses à faire. On peut analyser le comportement des agents IA, l'historique de leurs interactions, les attaques, qu'est-ce qui s'est passé avec le modèle, comment le modèle a raisonné pour accepter ou admettre ou rejeter une attaque. Il y a des approches qui sont en phase test actuellement, mais on n'a pas encore la solution. Et puis, quand on aura la solution, les hackers vont développer de nouvelles façons de nous attaquer, comme on l'a vu depuis 30 ans. Merci Sonia, pour votre expertise. En conclusion, les outils ont changé. On a de nouveaux protocoles agentiques, des normes de sécurité, la façon d'identifier les agents et les utilisateurs. Mais pour prendre une vue plus holistique, l'objectif n'a pas changé, la mission reste inchangée, c'est la confiance. Parce que l'écosystème a besoin de confiance. Peut-être que le rôle du directeur de sécurité va incorporer le rôle du directeur d'éthique IA, évidemment, mais bon. On doit s'arrêter là, donc je remercie tous nos panélistes, Sonia, Carl, Hector et Ali, pour avoir partagé leur expertise. Et merci à vous tous d'avoir été avec nous ce matin. Merci.